La priorité des priorités aujourd'hui, c'est le redressement de la trajectoire financière de nos résultats. C'est le premier point de la stratégie qu'on va voir maintenant. La stratégie, elle est autour de 3 points. Retrouver une trajectoire positive des résultats financiers. 2, alors là on rentre dans les choses positives, développer l'attractivité du cheval en général. Plus il y aura de gens à s'intéresser aux chevaux, plus il y aura de gens à s'intéresser aux courses, plus il y aura de gens à parier. Donc du cheval, des hippodromes et des courses et des paris hippiques. Et troisièmement, parce qu'il faut que l'organisation s'adapte, construire une organisation et une gouvernance performante et influente, respectée par tous les acteurs de la filière. Donc voilà les 3 axes majeurs de la stratégie qu'on va vous présenter, avec derrière des plans d'action. Premièrement, retrouver une trajectoire positive des résultats financiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, au niveau des charges spécifiques du trot. Les coûts de fonctionnement du trot, c'est 124 millions d'euros. 124 millions d'euros qui se divisent en 52 millions d'euros, exactement 26 et 26 pour les sites, Vincennes, Caen, etc. Et 26 millions d'euros pour les charges, on va dire, pour prendre une image, de la rue d'Astorg, si on peut dire. C'est juste des premières estimations, on peut peut-être économiser 3, 4 millions, peut-être plus. Puis attention aux économies, hein. Si c'est des économies pour arrêter la pub et l'événementiel ou les promotions, c'est des fausses économies. Il faut quand même soutenir la machine. Hein. Deuxième axe d'économie, c'est au niveau des charges communes avec France Gallo. Exemple, la FASEC. Exemple, le fonds EPRON. On peut peut-être économiser 5 millions. Troisième source, alors là c'est plus compliqué, j'en parlais tout à l'heure pour Pernod et Ricard, c'est de commencer à analyser les synergies possibles avec France Gallo. Et là il faut être prudent, parce que c'est déjà quelque chose de longue haleine. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts le 31 décembre. Tout simplement parce qu'il y a des problèmes sociaux derrière. Il y a des êtres humains, et qu'on peut toujours dire « Ah ouais, il y a 2 directions financières, est-ce qu'on a besoin de 2 directeurs financiers ?» Ben non, un seul ça suffit. On a besoin de 2 DRH, un seul ça suffit. Oui, ça c'est simple sur le papier. Le papier ne refuse pas l'encre. Mais en revanche, il y a des gens derrière, d'accord? Il y a des discussions, il y a des négociations, il y a plein de choses. Extension des synergies au PMU, c'est la mutualisation des fonctions support. J'ai eu des discussions avec Bertrand Méheux et Cyril Linette, et ouais, nous on veut participer, on va étendre ça au PMU dès 2020. Avec l'idée d'ailleurs de dire à moyen terme, bah, pourquoi pas être sous le même toit. Il se peut que ça coûte de l'argent, peut-être beaucoup, pour différentes raisons. Donc on demandera, on verra, le soutien de l'État pour financer tout ou partie du plan de restructuration. Parce que l'État attend quand même qu'on se bouge. On se situe hors primes et allocations. Dernière variable d'ajustement. B. Parce que le problème, là il est important, c'est harmoniser et faire converger les politiques sociales des différentes entités. Là, il y a du boulot. On est dans une situation où c'est vrai, peut-être c'est le résultat des belles années, des années de croissance, donc peut-être fin des années 90, des débuts des années 2000, où tout allait bien, et quand tout va bien, est-ce que je peux avoir une augmentation de salaire de 3, de 4, l'inflation est 2, oui, pas de problème, et puis ça, comme avantage, on s'aperçoit que selon les entités, il y a des politiques salariales plus ou moins favorables, des conventions collectives plus ou moins favorables, des avantages en nature, des heures supplémentaires, les heures de nuit, enfin bref, c'est quand même assez compliqué. Hein. Mais l'idée, si on veut à un moment, faire des comparaisons d'une entité à l'autre, par exemple, ben, il est important d'harmoniser ces politiques sociales. Alors, ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir une convention collective unique. Donc ça, c'est des objectifs à moyen terme. Réaliser un audit informatique avec l'objectif de disposer d'un seul système central et de logiciels communs. On a 3 systèmes comptables différents. D'ailleurs, je m'amusais à relire le rapport de la Cour des comptes. Ils ont déjà commencé à mettre de l'ordre parce qu'on ne peut pas consolider les comptes tout de suite. Parce que vous avez des lignes budgétaires différentes. On est sur un plan comptable issu de 2002. Donc c'est tout bête, mais ce serait bien déjà d'harmoniser les lignes budgétaires, le plan comptable, pour qu'on puisse additionner et faire la consolidation des 3 entités. Revenir à l'équilibre pour les exploitations déficitaires. Voilà, je suis financier à la base, j'aime pas les déficits. C'est vrai que c'est un peu désagréable de voir que le Grosbois est en situation de déficit. Donc ça, c'est le côté charge. Mais le côté réceptif. On est à quelques kilomètres de Paris. Mais pourquoi il n'y a pas plus de gens qui viennent ? Ben parce qu'on n'est peut-être pas équipé pour avoir 1 ou 2 personnes qui refont... Il y a des sociétés spécialisées là-dedans, je pense à Château-Fort, parce que nous on avait quelques châteaux, j'ai Bernard Ricard, Château de la Voisine, il y avait l'équipe de rugby, etc. Bon, là, dans certains cas, on a préféré soulever à des gens qui connaissent vraiment, qui font des super réceptifs, bon, qui se prennent un peu la monnaie au passage, mais l'essentiel, c'est que nous, on gagne beaucoup plus d'argent. Redéfinir le rôle de certaines entités, optimiser les coûts, tout ça, on est décidé à mettre tout à plat. C'est l'avantage. Il y a eu une présidence assez longue, très respectable. On se dit, il y a un changement d'équipe, on a vu les jeunes, on écoutera forcément les anciens, ils participeront même au chantier, parce qu'ils ont quand même leur mot à dire, mais on est d'accord pour tout remettre à plat. Alors ça, c'était sur les économies, d'accord, les moins, on réduit les charges.
Mais évidemment, c'est des ballons d'oxygène. Après, il va falloir quand même engager des plans de croissance. La clé de l'avenir financier des courses, et donc la clé de l'avenir tout court, c'est le PMU. On a tous compris, les parieurs, première source de financement. On est d'accord avec les 3 axes prioritaires qui ont été discutés d'ailleurs avec les sociétés mères. Rétention, conversion. Bon, c'est peut-être pas là où on va générer plus de chiffre d'affaires, mais quand même. Et après, ce qui coûte le plus cher, ce qui est le plus dur, c'est la conquête. Donc ça, c'est les choses, les 3 axes élémentaires. Après, on se dit, oui, mais il faudra peut-être des relais de croissance, parce qu'on est sur un marché mûr. Les gens, budgétairement, oui, il y a la concurrence de la Française des Jeux, il y a l'iPhone qui nous prend du pognon, il y a, je regardais une étude là, qui a été faite par les gens qui font des fast-food, ils s'aperçoivent qu'eux aussi ils baissent. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus d'argent chez les jeunes qui est affecté sur l'iPhone, le BetClick, enfin, pas que les paris d'ailleurs, tous les abonnements Deezer et compagnie. Donc ça veut dire qu'un relais de croissance qui fait du sens, quoi qu'on dise, c'est facile de critiquer, il y a l'internationalisation. L'internationalisation, c'est un relais de croissance. La diversification sur les paris sportifs et sur le poker. Aujourd'hui, il faut continuer. Parce qu'ils sont revenus à zéro, parce que ça absorbe des frais fixes. D'accord ? Quand on affecte des frais fixes sur le poker et sur les paris sportifs, évidemment, on est en perte. Là, ils sont revenus maintenant à zéro là-dessus. Et si ça va un peu mieux, et on peut penser que ça aille mieux, avec une gestion optimisée de ça, oui, ça peut être un vrai relais de croissance. Et si ça ramène 1 million, 5 millions et 10 millions demain, c'est un vrai relais de croissance dont je n'arrêterai pas. Poursuivre le plan d'économie et d'optimisation, ok, ça c'est le problème du PMU, ils ont fait du boulot. Hein. Sincèrement, ils ont fait du boulot. L'accompagnement de la politique d'innovation, c'est vrai qu'on dit, ouais, mais ils n'innovent pas. Alors je suis d'accord. J'ai même plein d'idées. En tous les cas, ils travaillent là-dessus. Mais c'est vrai que c'est plus qu'un relais de croissance, c'est nécessaire l'innovation. Vous savez, les jeunes, ils sont de plus en plus sensibles au commerce équitable, aux responsabilités sociétales de l'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai mis ici, ça me paraît fort, PMU, Paris utile, Française des Jeux, Paris stérile. Ça alimente quoi quand vous mettez 8 numéros ou l'euro million ? L'État. Merci. Et en plus, on ne restitue que 68% aux gens qui jouent à la Française des Jeux. Que 68%. Alors évidemment, on ne peut pas dire à chaque parieur, voilà la macroéconomie. 68%. Nous, on en restitue 74, virgule et quelques, enfin, ça dépend des choses. Donc il y a plus intérêt à faire du pari hippique que du pari sportif, déjà mathématiquement. Mais surtout, vous connaissez, l'argent chez nous, il alimente une filière. C'est notre écosystème financier des courses. D'accord ? 150 000 personnes. Alors je mets dedans l'équitation. 70 000 emplois directs, 80 000 emplois indirects. C'est sérieux quand même. Et donc quand vous pariez, quelque part, c'est pour ça que je dis pari utile, ouais, alors vous gagnez, vous pouvez perdre, mais si vous perdez, il y a une partie qui va alimenter cette filière. Accentuer et continuer de toujours diffuser l'empreinte économique et l'enjeu que ça représente au niveau de l'emploi, au niveau de nos régions. On a toujours un très très fort travail de lobbying à faire à ce propos. On doit valoriser les métiers du cheval et de l'apprentissage. On a eu des campagnes au niveau de l'artisanat qui ont redonné toute la noblesse à ces métiers, qui étaient aussi à la peine au niveau des vocations. Sans doute avons-nous tout ce travail à faire pour remettre en avant toutes les qualités développées dans le travail qu'on a autour du cheval. On doit aider aussi à la production de plus de documentaires, de séries TV grand public sur les chevaux. Aux États-Unis, il y a eu une série sur Netflix suivant un jeune entraîneur s'installant et avec tout l'enjeu et tout le quotidien. C'est des réalités très fortes à vivre. On doit aider à cette production-là, là encore, pour développer l'attractivité du cheval. Poursuivre en accélérant le développement des courses de poney. Je pense qu'on peut un petit peu institutionnaliser cette démarche. En Suède, c'est quelque chose de beaucoup plus développé, de très important. Ça permet de faire découvrir cette discipline à des jeunes. N'importe quel gamin qui a joué à un moment au foot, 10 ans après, il ne joue plus au foot. Il a toujours gardé cette passion pour le foot. Donc, c'est un levier très important. Les sociopros doivent en avoir conscience parce qu'ils ont un rôle aussi par rapport à ça. D'aider, d'accueillir tous ces entrants. Ensuite, de la même manière, favoriser les visites de haras, d'hippodromes, de sites équestres par les écoles, les associations et les entreprises. On a quelque chose qui est très efficace, qui coûte très peu cher, qu'on a fait depuis 18 mois maintenant avec le PMU, une vingtaine de dates. On trouve un partenaire au niveau des écuries. Le PMU organise un accueil de ces gérants de points de vente. Et sur une journée, on va les amener à la maison, à l'écurie, ils assistent au travail des chevaux, ils améliorent nettement leurs connaissances. Ensuite, ils font un tour de rodecar, ils sont accueillis dans la foulée à l'hippodrome. Là encore, découverte des coulisses et ils repartent avec une connaissance bien plus aboutie, comprennent le tenant, les aboutissants et ça renforce très nettement leur partenariat avec le PMU derrière. Évidemment, proposer plus de conférences autour du cheval, valoriser l'équithérapie et favoriser les rencontres interdisciplines au sein de la filière hippique. Ce qui s'est passé à Cabourg cet été, c'est génial. Tous les passionnés des chevaux
de différents horizons, ça se croise. Demain, pourquoi pas l'ouvrir avec le CSO? On a des régions propices à tout ça. Il nous faut continuer de développer activement l'événementiel sur les hippodromes. On a vu des choses très très bonnes et encourageantes avec les jeudis de Longchamp, les opérations qui ont été faites à Enghien et Vincennes. On appelle ça les routes to market. Donc il y a plusieurs routes pour venir sur les hippodromes. Alors après, il faut garder la conversion. Parce que si c'est pour venir et qu'ils ne s'intéressent pas, bon, ils sont sur un hippodrome, c'est joli, mais il faut aller plus loin. Benchmarker les hippodromes les mieux gérés et organiser des réunions entre présidents. On a nombre d'hippodromes qui sont modèles dans leur façon de se développer, dans le soutien qu'ils sont capables, dans les partenaires qu'ils sont capables d'aller chercher au niveau très local. On doit produire des groupes de travail avec leurs présidents, établir les meilleures méthodes qui ont fait leur efficacité sur leur hippodrome et les encourager à les répéter sur tous les hippodromes français. Ça ne coûte rien. Il suffit juste de mettre autour de la même table 10 présidents de sociétés de course. Toi, tu fais quoi au niveau de la sécurité? Comment? Tu as combien de personnes? 12. Tu as combien de personnes? Une employée 3/4 de temps. Et l'hippodrome qui en avait une, il est plus important que celui qui en avait 10. Ah ouais, comment tu fais? Ah ben j'ai des contrats de sous-traitance. Je veux dire, de partager, on va dire en anglais, les best practices, les meilleures pratiques, rien que ça ne coûte rien. Développer les écuries de groupe, les services aux propriétaires, les clubs. N'importe quel propriétaire voulant s'intéresser et prendre part à des chevaux, la démarche doit être la plus simple possible. Ce sont des packs qu'on doit livrer quasiment en préfabriqué, d'avoir le moins de contraintes administratives possibles et aider absolument au niveau de la société. Valoriser nos bénévoles. Quand on arrive sur un hippodrome, souvent on a la photo du meilleur cheval, on a la photo du record de la piste. Je pense qu'on peut avoir la liste de nos bénévoles parce que cet hippodrome-là, il tient debout aussi grâce à eux. Évidemment, leur proposer des invitations tant que possible. Et je pense qu'un bénévole qui fait vivre une société de course, il a largement le droit de bénéficier de sa carte d'entrée sur les hippodromes, sur tous les hippodromes de France. Je pense qu'il faut savoir leur être reconnaissant, savoir le rôle important qu'ils ont pour nous. Voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire pour leur témoigner de cet intérêt. On l'a évoqué aussi tout à l'heure pour développer l'attractivité, développer les activités avec les étudiants, les influenceurs, les blogueurs. On sait aujourd'hui que beaucoup d'infos passent par là, donc il faut jouer ce jeu le plus possible. Démarcher les offices de tourisme auprès de chez soi pour y référencer toutes les courses, les dates, les lieux. Voilà. Quelqu'un qui va prendre des renseignements en office de tourisme, je ne pense pas qu'il lui soit souvent proposé les dates des courses et des événements hippiques dans la région. Organiser des compétitions plus spectaculaires et attractives, ça c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans nos programmes, nous les pros, quand on constitue nos programmes, pour que nos courses soient le meilleur support marketing possible. Bien sûr dans les limites de nos cultures et de ce qu'on doit faire conformément à notre auteur, mais malgré tout, il faut accepter de se poser des questions. Doit-on envisager des courses en batterie, pas standard, mais une fois un événement ou quoi? Pourquoi la France ne peut pas avoir son événement? C'est une question à poser. Là encore, on n'est pas en train d'outrepasser le travail des commissions à venir. Mais par contre, ces questions-là, on va les mettre sur la table et on va les travailler. Faire des hippodromes, bien évidemment, de vrais lieux de convivialité et de fêtes locales, c'est déjà le cas, mais toujours poussé à ce développement. Ce n'est pas le cas partout, pas suffisamment. C'est important, hein. Parce que des fois, on dit qu'il faut baisser le nombre d'hippodromes. Non. Enfin, je veux dire, dans la zone de résultat du PMU de 750-800 millions d'euros, on peut vivre avec le nombre d'hippodromes qu'on a aujourd'hui. On arrive au bas de l'entonnoir, on est parti de l'attractivité des chevaux, on est sur l'attractivité hippodrome. Voilà, le but, c'est l'attractivité des paris hippiques au bout de ce chemin-là. Confiance et soutien de la stratégie des plans d'action du PMU, on en a parlé. Améliorer la qualité des animations sur les hippodromes. Donc, encore d'amélioration possible. Innover, aller vers de nouveaux types de paris simples et plus attrayants. Simple, la Française des Jeux. Mise en lumière des gros gagnants dans les médias. Il a gagné 180 000. Il est interviewé dans les journaux hippiques. Développer le parcours initiatique du parieur et les supports d'information des courses, lisibilité du programme sur les hippodromes. Travailler pour la réunification des masses et créer la plateforme multimédia globale, c'est parce que l'avenir, il est sans doute là-dedans. Aujourd'hui, on a des sites d'info Equidia, des sites Paris Turf, on a les courses PMU. Ma foi, pour être tout à fait attractif, peut-être qu'on devrait avoir cette plateforme où on a du contenu, de l'info, le choix dans l'hippodrome où on va. S'il y a Auteuil et que je veux jouer à Vincennes, je devrais pouvoir, sur cette même application, aller de l'un à l'autre. J'ai les hits qui ont été filmés, j'ai le numéro que je veux jouer. Est-ce que demain, je ne peux pas mettre son hit en le sélectionnant? Ah, j'ai un petit doute, je revois le hit. Voilà. Faire une plateforme où on a le contenu, les programmes, les résultats, les infos, les images séquencées
Et bien sûr, au bout de tout ça, le lien direct avec le pari. Bien sûr, un très long chemin. On sait très bien que la réunification des masses, c'est la première étape parce que d'abord, les masses font le rapport. Il faut absolument reconstituer nos masses online. Et donc, c'est un très long travail, mais voilà, il faut l'avoir en perspective et ce sont des objectifs qu'on doit malgré tout se fixer. Construire une organisation et une gouvernance efficace et influente, respectée par tous les acteurs de la filière. C'est encore à discuter. Bien sûr, c'est juste la proposition de Savinael. On crée un comité stratégique opérationnel composé des 3 présidents. 5 à 8 directeurs les plus importants à voir, est-ce que c'est 5, 8, et puis en fonction de l'actualité, on peut changer de France Gallo, du TRO et du PMU. Le rôle, c'est la définition et la mise en œuvre solidaire de la stratégie globale, et donc avec une communication commune. Les présidents peuvent être là, faire des conférences de presse, répondre aux questions, des briefs réguliers et résolution de problèmes d'actualité, il y en a pas mal. Organisation d'un lobbying commun français-européen, parce qu'il y a des menaces là, notamment sur la séparation des organismes de jeu avec les supports du jeu. Fréquence des réunions 1 fois par mois minimum, reporting mensuel, il faut de la transparence. Chaque entité doit reporter aux 2 autres. Voilà, le TRO doit reporter à France Gallo et au PMU. Les résultats du PMU mensuels, moi je suis content de les avoir, les estimer, etc. Donc beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de fluidité dans les informations de ces 3 entités. Travailler sur une future gouvernance avec l'État. L'État, c'est quand même le partenaire. On a des discussions actuellement parfois difficiles, mais toujours constructives. Il ne faut pas oublier que si on est là, c'est parce que l'État le veut bien. Ils arrêtent les paris en France, terminé. Renforcer le pouvoir des commissions, alors ça c'est aussi très important. L'esprit de cette équipe ensemble, c'est de dire le président il n'a pas la vérité universelle. Il n'est pas capable d'avoir tout en... Et donc le travail des commissions va devenir très important. Le travail des administrateurs. Ce ne sera pas des administrateurs qui seront là, je suis un administrateur, je suis content, j'écoute, je suis là, tes repas, il est quelle heure? Ah non, il va falloir un petit peu s'activer dans certains domaines qui sont les domaines de compétences de chacune des personnes. Il y aura aussi des invités permanents, des invités pour leur domaine de compétences, leur expertise, qui d'ailleurs ne sont pas que des Français, des étrangers, parce que on a parlé du benchmark des hippodromes, mais c'est intéressant de voir le modèle de Hong Kong et d'Australie. Intéressant de voir le modèle américain et d'autres, pour se dire, tiens, comment s'inspirer de ces modèles au niveau de la création de l'organisation et de la gouvernance. Limiter certains mandats dans la durée. Bon, ça c'est ce que je pense. Mais une fois de plus, je suis prêt à confronter avec n'importe qui, donc on va mettre ça sur la table, il n'y aura pas de sujet tabou. Moi je trouve que le président, un mandat, bon, renouvelable une fois, mais pas plus. Ouais, il faut rajeunir, il faut renouveler, il faut des jeunes. Donc, coopter, pareil. On va limiter les mandats. Parce qu'il va y avoir du changement, il va y avoir du renouveau. Équiper les hippodromes. Alors ça, c'est vachement bien ça. Faut que tu le dises, c'est top ça. Ouais, effectivement, comme on vous a dit, là où le travail est véritablement collectif, c'est dans les commissions. Et il y a la contrainte géographique, et il y a le fait que certains professionnels sont plus éloignés de Paris. Maintenant, il va simplement falloir se mettre à la page. Si on veut les faire vivre d'une manière dense et fréquente, ces commissions, on peut tout à fait envisager d'équiper des hippodromes en région de systèmes de vidéoconférence. Aujourd'hui, notre manque de cohésion, il vient aussi de ces difficultés des uns et des autres à venir animer ces commissions. C'est beaucoup de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pertinent de faire 8 heures de trajet pour 3 heures de réunion ? Je pense que c'est indispensable de se rencontrer, mais pour un travail fréquent, il y a des choses très simples. Et pour renforcer le collectif du travail, ces dispositions sont très intéressantes. Et dans le même état d'esprit d'intégration et d'écoute, on peut tout à fait envisager d'organiser des consultations générales via Internet pour ces points-là. Autre priorité, réforme des statuts. C'est-à-dire on va mettre à plat, on va peut-être créer une commission des statuts et des procédures. On va remettre à plat les statuts. Peut-être qu'on ne changera rien, parce que les statuts sont peut-être très bien. Je pense qu'il y a quand même des choses à améliorer. Sur les élections, nombre de régions, un certain nombre de choses. Donc, on ne va rien se refuser. Eh ben, on va reprendre les statuts. Protection du studbook, ça c'est un point important. Et il faut jamais refuser l'évolution. Maintenant, pour regarder 2025-2030, il ne faut jamais perdre des yeux ce qui s'est passé en 93. 93, plainte de pays scandinaves pour l'ouverture totale des courses françaises. C'est-à-dire que d'une moyenne de 20 000 € par course, on tombe à 9 000 €, je n'ai plus le chiffre précis en tête, mais on passe à moins de 10 000. Donc les conséquences pour nous, elles sont terribles. Pourquoi ça n'a pas abouti? Parce que nous avons une race, le trotteur français. Donc cette race, il faut la protéger. Certes, les déplacements pour l'élevage, il y a plein de choses compliquées, c'est contraignant, mais qu'on le veuille ou non, l'insémination en semences frais, c'est une barrière technique qui fait que le trotteur français est une race.
Donc dès lors que pour une commodité fonctionnelle, on va passer sur du congelé ou autre chose, on va fragiliser cette race, on va faire tomber les barrières et petit à petit, on aura un retour éventuellement de ces attaques-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas refuser l'évolution, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il faut toujours la replacer dans le cadre de cet accord et s'assurer que jamais ça ne le fragilise. On gagne toujours à l'Europe, la race ne s'affaiblit pas. Pour autant, on doit continuer de la construire. Et s'il n'y a aucune urgence en cela, on doit anticiper par un travail de commission d'élevage, par quelle méthode zootechnique on la construit, s'assurer absolument que ce soit une mesure accessible à tous. L'élevage, c'est le plus exposé aux intérêts particuliers. Les enjeux, ils sont énormes. Donc, véritablement, par anticipation, on doit savoir comment construire notre race à l'avenir. Là encore, on n'a pas d'urgence, mais on doit lancer ce travail toujours dans l'idée que cette race-là doit être protégée et toujours dans la perspective des impacts de ce qu'on décidera vis-à-vis de ces accords européens. Ensuite, 2 points qui sont liés, la révision du statut des commissaires et le devoir des ambassadeurs. Pourquoi ils sont liés? Parce que quand on aura un vrai statut des commissaires et une vraie écoute des pros, on devra demander aux pros aussi un meilleur engagement dans l'image de tous. Le statut des commissaires, on a les commissaires SECF aujourd'hui qui sont élus du comité et on a à côté les commissaires de course qui sont désignés le temps d'un mandat. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir ça, faire passer ces commissaires de course en prestataires de services sur le modèle des arbitres de foot. Ils ont un statut reconnu à Bercy. Cette professionnalisation a entraîné une baisse des erreurs d'arbitrage. Donc, très clairement, on garde des commissaires élus qui gèrent les agréments, qui gèrent les enquêtes au niveau du dopage et autres, et qui demain géreront une véritable commission d'appel en étant tout à fait détachés des arbitres des courses. Et pour les arbitres, ce fonctionnement en prestataire. Une rémunération minimum sur 12 mois pour quand même s'engager dans cette professionnalisation. Et ensuite, des primes de réunion, comme on a des primes de match. C'est-à-dire que plus on monte en gamme, plus on est appelé à arbitrer un haut niveau. Et à ce moment-là, notre rémunération monte. Si on fait des erreurs, on peut redescendre et éventuellement être suspendu. Et la sanction, elle est immédiate. Donc, vraiment un appel de la promotion par la performance. Et ensuite, le devoir d'être des ambassadeurs pour tous les membres du TRO. Je pense qu'on devrait tous signer, en tant que membre du TRO, une charte de bonne conduite. Ce n'est pas possible. Les pires critiques qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, c'est nous qui les faisons. Ce n'est pas possible. Comment on va reprocher demain de ne pas réussir à trouver des sponsors, mais n'importe quelle marque, avant de pousser une discipline, elle va regarder à quoi elle s'adresse au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que chaque sociopro ne doit pas être appelé à plus de responsabilités par rapport à ça? Donc moi, ce que je vois demain, c'est une charte de bonne conduite. Je ne vous dis pas qu'il faut être tous réglés, ne pas contester. Maintenant, il faut avoir une communication absolument responsable. Donc voilà, pourquoi ces 2 points étaient liés? Parce que ça veut dire que sans doute, il faut envisager une commission de discipline. Neymar, il a insulté l'arbitre de Manchester PSG 1 heure après le match sur les réseaux. Il a pris 3 matchs. Ça appelle à l'arrêt 2. Ah oui, il y a eu un appel. Un joueur NBA qui a une prise de parole virulente et mal placée, il se fait taper. Je veux dire, on est tous les porteurs de notre discipline. Donc voilà, une commission d'appel digne de ce nom, respect des commissaires, des sociopros, dans le coup, on apaise un peu la défiance qui est aujourd'hui, à mon avis, très mauvaise, et en face, un engagement, un devoir et une commission de discipline pour vraiment cadrer tout ça et inciter le meilleur déroulement possible. Et là encore, notre image, elle est vitale. Ensuite, travail sur la carrière des apprentis, je vais aller assez vite, là encore, c'est du travail de commission. Aujourd'hui, on utilise des décharges, on monte en flèche, à la 50e, c'est le mur, les gars ne courent pas. On ne peut pas rester en l'état. Nos jeunes, on les forme, ils sont la richesse de nos métiers, tel qu'on fait là. On manque de perspectives de carrière, il va falloir agir sur tout ça et redessiner tout ça. Ensuite, bien sûr, au niveau du bien-être animal, le travail pour une harmonisation européenne. C'est un sujet si important qu'il nous faut des spécialistes. Il faut bien comprendre, dans la montée des antispécistes et de toute une mouvance de la société, il faut absolument évoluer. Mais ce sont des communications et des prises de parole très, très particulières. Il faut absolument avoir un spécialiste à nos côtés, notamment grâce à la cooptation, pour se mettre à niveau, pour valider toutes nos décisions et pour évoluer le plus possible vers des courses qui sont conformes aux évolutions de la société.
Ensuite, un point un peu plus technique également, améliorer la complémentarité des programmes régionaux en instaurant une seconde lecture de ces programmes avec une projection nationale. Je vais essayer d'être plus clair. Aujourd'hui, tous les comités régionaux font leurs programmes et ils sont validés au national. Nous, ce qu'on propose, c'est une relecture de ces programmes-là. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une projection nationale et on doit voir si à Alençon, on fait la même course qu'à Écomois en appelant les mêmes chevaux de même catégorie d'âge. On doit absolument éviter de se retrouver avec des journées de course en concurrence. Et ça nécessite une projection nationale. Et en cas de problème, on revient vers son comité régional ou pour faire varier les commissions ou pour déplacer les dates. Donc, c'est aussi important pour nous, Sociopro, d'harmoniser la façon dont on articule toutes ces courses en province.